Le prélèvement des tissus destinés à la culture est une opération délicate qui doit être effectuée dans des conditions stériles. Dans certains cas, on peut désinfecter par des méthodes chimiques ou thermiques la surface externe des invertébrés élevés normalement. Par contre, il est nécessaire de faire appel à une technique d'élevage aseptique dans les cas où les tissus à prélever sont naturellement septiques ou lorsque l'emploi de produits chimiques risque de les altérer. Cet élevage est obtenu par exemple à partir d'œufs de Galleria melonella qui mesurent 1/2 millimètre de diamètre. Le chorion des œufs est préalablement désinfecté dans une solution d'hypochlorite de sodium ou de bichlorure de mercure. Une forte agitation est nécessaire pour parfaire cette désinfection. Les œufs seront ensuite déposés sur un milieu bactériologique qui permettra le contrôle de l'asepsie. Après éclosion, les larves sont transférées individuellement sur un milieu semi-synthétique à base de pollen contenu dans des tubes à essai soigneusement fermés. Elles se développent normalement dans ce milieu stérile et atteignent la nymphose, toujours sans ouverture du tube à essai. Pour les élevages d'insectes phytophages, nous utilisons une variante de la technique précédente. On ensemence en atmosphère stérile un milieu synthétique avec des graines désinfectées, par exemple des petits pois. Au cours du développement de la plante, de jeunes larves obtenues suivant la méthode appliquée pour Galleria seront introduites dans le bocal. Tout en poursuivant sa croissance, la plante assurera la nourriture de l'insecte, ici Arxia caja. Pendant leur croissance larvaire ou après nymphose, les insectes seront prélevés pour la mise en culture de leurs organes. Sur chrysalide d'Arxia, comme sur la plupart des lépidoptères, nous prélevons, après une incision triangulaire, les chaînes ovariques qui seront conservées dans une solution physiologique jusqu'à la mise en culture. Un tout autre type de dissection est nécessaire pour le prélèvement aseptique des tissus de mollusques. Par exemple, le cœur de l'escargot Helix aspersa, source d'abondantes cultures cellulaires. La coquille ayant été préalablement percée, on définit l'emplacement du cœur battant sous la membrane. Celui-ci est libéré par des incisions simples dont l'emplacement a été déterminé par avance afin d'assurer le maximum d'asepsie à l'opération. L'organe est ensuite excisé et prélevé. Enfin, chez les invertébrés inférieurs, tels que le ver de terre, plusieurs tissus dont les septa peuvent être mis en culture. Les milieux de culture doivent être mis au point pour chaque groupe d'invertébrés. En effet, comme nous le voyons sur l'exemple du pH du sang ou de la lymphe, la composition du liquide interne de ces animaux est infiniment plus variée que chez les vertébrés. L'exemple comparatif concernant les taux de sodium et de potassium, exprimés en milligrammes par 100 millilitres de liquide interne, reflète une diversité semblable. À partir de ces données, plusieurs milieux, ici le milieu BM22 pour lépidoptères phytophages, sont composés de sels minéraux équilibrés pour chaque type de cellules, de sels organiques, de glucides, d'acides aminés, et sont complétés par du sérum homologue d'invertébrés, ou en partie de vertébrés, de vitamines et d'extraits embryonnaires ou d'organes.
Les organes prélevés sont mis en culture suivant deux méthodes. Celle de la dissociation des organes par traitement enzymatique, ici dans un bain de trypsine, et celle des explants découpés dans le milieu. Les tissus sont cultivés en employant les méthodes du flacon inversible et de la goutte posée sous huile de paraffine. Pour les cultures prolongées, on utilise la perfusion. Si la composition du milieu de culture ressemble à celle du milieu naturel des tissus, certains de ceux-ci donnent naissance à des cellules se développant par la suite librement dans le milieu de culture. Ces cellules ont des formes diverses selon leur origine. Souvent, elles sont régulièrement rondes et s'accumulent sans mouvement perceptible. De telles cellules proviennent principalement des annélides ou de certains mollusques, par exemple des hélixes. La majorité des cellules présentées ont été filmées en contraste de phase, à un grossissement de 240 et projetées avec une accélération de 500 fois. D'autres cellules, isolées à partir de lépidoptère, sont également assez arrondies et possèdent des pseudopodes courts et minces. On peut également cultiver les cellules circulant dans l'hémolymphe différentes des cellules sanguines des vertébrés. Elles prennent souvent, comme ces hémocytes de limaces, une forme large et très aplatie. Elles se déplacent avec des mouvements réguliers. Toutefois, le type le plus fréquemment rencontré en culture cellulaire d'invertébrés est celui des fibroblastes. Ces cellules, bien que différentes selon les espèces et les tissus dont elles proviennent, sont toujours mobiles et changent constamment de forme. Elles ont été obtenues à partir de gaines ovariques de lépidoptères, d'homoptères, d'orthoptères, de diptères et aussi à partir du cœur et du manteau des mollusques. Nous allons suivre l'évolution de la culture sur l'un des types, celui des fibroblastes provenant de chaînes ovariques prélevées sur chrysalide du lépidoptère Enterea pernii. Après la mise en culture, les chaînes ovariques sont animées de mouvements pendant encore assez longtemps. Au bout de 12 à 24 heures, on voit apparaître en certains points de la gaine, même à faible grossissement, des cellules émergeant à la surface de l'organe qui est toujours agité de contraction. Souvent, de nombreuses cellules s'accumulent en groupe, se détachent progressivement en changeant de forme et se dispersent dans le milieu. Cette séquence a duré en réalité 8 heures et l'accélération est de 720 fois. À un plus fort grossissement, on peut observer au cours de l'émission des fibroblastes que les cellules, primitivement rondes au sein du tissu, s'allongent en formant des pseudopodes. Elles se mettent en mouvement et se fixent à la lamelle dès qu'elles en touchent la surface. Les cellules se détachent en nombre de plus en plus important et au bout de quelques heures, une véritable évasion massive se produit. Examinons de plus près un fibroblaste d'insecte. Il se déplace constamment à l'aide de pseudopodes, change de forme, s'élargit, s'arrondit
et même s'étire en formant presque un fil. Souvent, les cellules progressent en maintenant longtemps un pseudopode fixé au point de départ. Celui-ci peut se détacher du substratum et se retirer avant l'émission d'un autre pseudopode dans une autre direction. Les mouvements des hémocytes de limace sont liés à l'émission de lamelles fines et ondulantes. À l'intérieur de la cellule, on distingue nettement le noyau avec ses nucléoles bien visibles. Parfois, on rencontre des cellules binucléaires, aussi bien parmi les fibroblastes que parmi les hémocytes. Dans le cytoplasme, au niveau des lamelles des pseudopodes, on distingue bien les mitochondries, soit des petits bâtonnets allongés en mouvement permanent, soit des formes plus courtes. Toujours dans le cytoplasme, des vacuoles et des inclusions lipidiques et protéiniques changent constamment de place. Certains types de fibroblastes d'insectes et de mollusques sont capables de capter des particules étrangères, comme par exemple ces bactéries que l'on peut voir évoluer près des cellules. La capture peut s'effectuer de différentes manières. Observons bien la cellule de droite. Elle phagocyte le groupe de bactéries qui s'approche d'elle, l'englobant dans son cytoplasme au moment précis du contact. Ici, en haut et à gauche, on peut particulièrement bien suivre le détail d'un autre processus de capture. Au contact des bactéries, la cellule émet un long pseudopode qui entoure progressivement ses corps étrangers. Toute la cellule change de forme pour achever l'incorporation. La cellule placée plus bas amorce un mouvement similaire. Les bactéries phagocytées sont incluses dans des vacuoles que les cellules conserveront encore longtemps dans leur cytoplasme avant de les digérer progressivement. En changeant le milieu régulièrement, la multiplication des fibroblastes continue. Ils se forment de véritables tapis de cellules en constant déplacement. On peut également réaliser de nombreux repiquages en dissociant les cellules mécaniquement ou avec des enzymes. À partir des groupes de cellules transférées, de nouveaux fibroblastes émergent et se dispersent. Ainsi, il est possible d'établir des souches cellulaires et certaines sont entretenues au laboratoire de Saint-Christol depuis plus de 4 ans. Des altérations pathologiques sont souvent observées dans les cultures. Elles présentent un intérêt particulier car elles sont en rapport avec les études in vitro des maladies chez les invertébrés. Les lésions les plus fréquentes sont d'ordre physiologique. Nous voyons ici un exemple de vacuolisation due soit au vieillissement des cellules, soit à une difficulté d'adaptation au milieu. L'hypotonie du milieu entraîne progressivement la suppression des pseudopodes et le gonflement de la cellule.
la circulation des inclusions cytoplasmiques devient de plus en plus rapide. Au moment de la mort d'un fibroblaste, on observe l'arrêt simultané des mouvements externes et internes, puis l'éclatement des vacuoles et la désagrégation progressive du cytoplasme. La cellule morte se distingue par des contours plus contrastés. Pour ces fibroblastes de lépidoptère, une maladie nutritionnelle due à une carence encore mal définie provoque l'émission de nombreux pseudopodes filiformes au fur et à mesure du dépérissement lent de la cellule. Cette séquence présente à un plus fort grossissement les détails de la dernière phase de l'évolution pathologique. Maintenant, la cellule est presque morte. Les mouvements s'arrêtent. Sur des cellules cultivées, on étudie également des maladies microbiennes. L'infection à Rickettsia se traduit par le ralentissement des mouvements et la formation de vacuoles contenant les agents pathogènes, dont la taille est à la limite de visibilité au microscope optique. Les spores d'un protozoaire, Nosema, peuvent également apparaître dans le cytoplasme de cellules provenant de lépidoptère malade. Ici, la cellule du haut et celle du bas. Les viroses sont les infections le plus souvent rencontrées dans les cellules cultivées. Celle du haut est atteinte de granulose, dont les corps d'inclusion mesurant moins d'1 micron ne sont bien visibles que lorsqu'ils sont accumulés et animés de mouvements à la fin de la maladie. Les viroses à polyèdre apparaissent souvent dans les fibroblastes de lépidoptère, soit à la suite d'activation de formes latentes, soit après infection artificielle de la culture. D'abord, les noyaux sont hypertrophiés. Ensuite, des corps d'inclusion polyédrique apparaissent dans la zone périphérique du noyau, parallèlement avec un ralentissement des mouvements des pseudopodes. Cette région d'une culture infectée permet de reconnaître plusieurs stades de l'évolution de la maladie. La cellule de droite et celle du bas montrent des noyaux déjà anormaux. Les polyèdres apparaissent par contre nettement dans la cellule du centre. Dans certains fibroblastes très étalés, la forme polyédrique apparaît particulièrement bien. Au bout de quelques jours, les cellules deviennent amorphes, immobiles et se lisent en libérant les polyèdres. Plus tard, toute la culture se transforme en polyèdre libre ou en noyau détaché contenant ces corps. À l'heure actuelle, le mode d'action d'autres germes pathogènes aux invertébrés ou transmis par eux est déjà en voie d'éclaircissement grâce aux possibilités offertes depuis peu par la culture de tissus d'invertébrés.